Peu à peu et lentement naquit entre elle et moi quelque chose d'autre, un besoin certain l'un de l'autre, si bien qu'elle et moi ne pouvions plus nous séparer, et que nous nous insinuions de plus en plus dans nos vies réciproques. Et alors ce fut l'amour. Ce qui existe entre sien et moi est réel. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je considère comme une grande bénédiction que mes pensées, que mon activité ait trouvé un point fixe, une direction déterminée. Il est possible que j'ai eu pour cas plus de passion et qu'à certains égards elle ait été aussi plus jolie que sien. Que l'amour pour sien soit moins sincère, certes non, car les circonstances sont trop graves, et ce qui importe c'est d'agir, et il en fut ainsi dès le début de notre rencontre. Vois le résultat. Quand tu viendras me voir, tu ne me trouveras plus découragé ou mélancolique, mais tu seras dans un milieu dont je crois que tu pourras t'accommoder et qui tout au moins ne te déplaira pas. Un jeune atelier, un ménage encore jeune, en pleine action. Pas d'atelier mystique ou mystérieux, mais un atelier qui jette ses racines en plein dans la vie même. Un atelier avec un berceau et une chaise d'enfant, où il n'y a donc pas de stagnation, et où tout incite et pousse et stimule à l'activité. Quand l'un ou l'autre vienne me raconter chez moi que je serai un mauvais financier, je lui montre mon installation. J'ai fait de mon mieux, frère, pour veiller à ce que tu puisses voir, et pas seulement toi, mais quiconque a des yeux, que ce que je m'efforce et réussi parfois à entreprendre les choses d'une façon pratique. Off to do it, lettre 212. Aujourd'hui, j'ai fait une étude du berceau d'enfant en quelques coups de couleur. Je travaille en outre à un même dessin que les prairies, que je t'ai envoyé récemment. Mes mains sont devenues un peu trop blanches à mon goût, mais que puis-je y faire? Je vais retourner à la campagne, peu me chaud si m'en cuit, pourvu que je ne m'abstienne pas de travailler. L'art est jaloux, il ne veut pas que la maladie ait le pas sur lui. Je fais donc à son goût. J'espère donc que bientôt tu recevras quelques lettres raisonnables. Les gens comme moi ne devraient pas être malades. Il faut comprendre comment je considère l'art. Pour arriver à la vérité, il faut travailler longtemps et beaucoup. Ce que je veux et ce à quoi je vise est bigrement difficile, et pourtant je ne crois pas viser trop haut. Je veux faire des dessins qui frappent certaines gens. Solo est un petit début. Il est possible qu'un petit paysage comme la Laan van Merdervoort, les prairies de Rijswijk, le séchoir de l'Imande sont aussi un petit début. Au moins contiennent-ils directement quelque chose de mon propre cœur. Soit dans la figure, soit dans le paysage, je voudrais exprimer non pas quelque chose de sentimentalement mélancolique, mais une profonde douleur. Somme toute, je veux arriver au point qu'on dise de mon œuvre: cet homme sent profondément et cet homme sent délicatement. Malgré ma soi-disant grossièreté, comprends-tu, ou précisément à cause d'elle? Que suis-je aux yeux de la plupart? Une nullité ou un homme excentrique, désagréable, quelqu'un qui n'a pas de situation dans la société ou qui n'en aura pas, enfin un peu moins que rien. Bon, suppose qu'il en soit exactement ainsi. Alors je voudrais montrer par mon œuvre ce qu'il y a dans le cœur d'un tel excentrique, une telle nullité. C'est mon ambition, qui est moins fondée sur la rancœur que sur l'amour malgré tout, plus fondée sur un sentiment de sérénité que sur la passion. Encore que je sois souvent dans la misère, il y a pourtant en moi une harmonie et une musique calme et pure. Dans la plus pauvre maisonnette, dans le plus sordide petit coin, je vois des tableaux ou des dessins, et mon esprit va dans cette direction par une poussée irrésistible. De plus en plus d'autres choses me quittent, et plus elles me quittent, plus rapide devient mon regard pour voir le côté pictural. L'art demande un travail opiniâtre, un travail malgré tout, et une observation toujours continue. Par opiniâtre, je veux dire un travail constant, mais également l'attachement à la conception malgré les dires de l'un ou de l'autre. J'espère bien, frère, que d'ici quelques années, et même maintenant déjà, tu verras petit à petit des choses de ma main qui te donneront quelques satisfactions, des sacrifices que tu as consentis. Ces derniers temps, je n'ai guère conversé avec des peintres. Je ne m'en suis pas trouvé mal. Ce n'est pas tant la langue des peintres que la langue de la nature à laquelle il faut tendre l'oreille. Je comprends mieux maintenant qu'il y a un an pourquoi Mauve disait « Ne me parlez
donc pas de Dupré, parlez-moi plutôt de ce bord de fossé ou de quelque chose d'analogue. Cela paraît brutal, et c'est pourtant tout à fait exact. Sentir les choses elles-mêmes, la réalité, a plus d'importance que de sentir des tableaux. En tout cas, c'est plus fécond et plus vivifiant. Parce que j'ai de l'art et de la vie elle-même, dont l'art est l'essence, un sentiment si vaste et si large, je trouve crispant et faux quand je vois des gens se mettre en chasse. En ce qui me concerne, je trouve dans beaucoup de tableaux modernes un charme particulier que les anciens n'ont pas. Une des plus hautes et plus nobles expressions de l'art reste pour moi toujours l'art anglais. Par exemple, Millet et Herkomer et Frank Hall. Ce que je veux dire à propos de la différence entre l'art ancien et moderne est que les artistes modernes sont peut-être de plus grands penseurs. Il y a encore une grande différence de sentiment entre le Schilleroktober de Millet et les prairies Overveen de Ruisdael. Par exemple, et tout autant d'entre les Irish Immigrants de Hall et les femmes qui lisaient la Bible de Rembrandt. Rembrandt et Ruisdael sont sublimes, et pour nous, tout autant que pour leurs contemporains, mais il y a dans l'art moderne quelque chose qui nous arrive d'une façon plus personnellement intime. Il en est de même des gravures sur bois de Swain et de celles des vieux maîtres allemands. Ce fut donc une erreur lorsqu'il y a quelques années les modernes furent repris de la rage d'imiter les anciens. C'est pourquoi je trouve si juste ce que dit le père Millet. Il me semble absurde que les hommes veuillent paraître autre chose que ce qu'ils sont. Cela paraît une parole simple et pourtant elle est d'une profondeur insondable comme l'océan. Et quant à moi, j'estime qu'on fait bien en prenant en tout ces mots à cœur, lettre 218. Nous sommes naturellement d'accord, pour autant que je comprenne, sur le noir dans la nature. Le noir absolu n'existe pas, à vrai dire. Le noir comme le blanc existe dans presque toutes les couleurs et forme l'infinie variation de gris, différents de ton et de vigueur. Si bien que dans la nature, on ne voit à vrai dire rien d'autre que ces tons ou intensités. Les couleurs fondamentales ne sont que trois, rouge, jaune, bleu. L'orangé, le vert et le violet sont des tons composés. Par l'adjonction du noir et un peu de blanc, ils produisent les variations infinies du gris. Gris rouge, gris jaune, gris bleu, gris vert, gris orange, gris violet. Dire combien il y a de gris verts différents, par exemple, c'est impossible, cela varie à l'infini. Mais toute la chimie des couleurs n'est pas plus compliquée que ces simples couleurs fondamentales. Et une bonne compréhension de celle-ci vaut plus que 70 différentes couleurs, attendu qu'avec les trois couleurs fondamentales, et le blanc et le noir, on peut faire plus de 70 tons et intensités. Le coloriste est celui qui, voyant une couleur dans la nature, parvient à bien l'analyser et à dire, par exemple, ce gris vert est du jaune avec du noir, et presque pas de bleu, etc. Enfin, celui qui sait faire sur la palette les gris de la nature, mais pour prendre des notes à l'extérieur ou faire un petit croquis, un sentiment fortement développé du contour est une condition absolue, autant que par l'achèvement plus tard. J'ai encore attaqué ce vieux lourdeau de sol tétard et je crois que c'est devenu la meilleure de mes aquarelles. Un sombre paysage, cet arbre mort, et d'une mare stagnante couverte de lentilles d'eau, au loin d'une remise du chemin de fer du Rhin, où des lignes se croisent, des bâtiments noirs et enfumés plus loin des prairies vertes, un chemin pour le transport du charbon et un ciel où les nuages chassent, gris avec un seul petit bord éclatant en blanc, et une profondeur de bleu là où les nuages se déchirent un peu. Enfin, j'ai voulu le faire tel quel, à ce qu'il me semble, le petit garde-barrière avec sa blouse et son petit drapelet rouge doit le voir et le sentir quand il pense, comme il fait triste aujourd'hui. Le sentiment et l'amour de la nature trouvent tôt ou tard un écho chez ceux qui s'intéressent à l'art. Le peintre a pour devoir de se plonger complètement dans la nature et d'utiliser toute son intelligence, de mettre son sentiment dans son œuvre pour qu'elle devienne compréhensible pour d'autres. Mais travailler en vue de la vente n'est pas précisément le vrai chemin à mon sens, mais plutôt se foutre des amateurs, lettre 221. Je veux te dire simplement que j'ai peint 3 études, une de la rangée de sol tétard dans la prairie, derrière le Guesbrug, ensuite une étude de la route cendrée
près de chez moi, et aujourd'hui j'ai été dans les jardins potagers de la Han van Nenderpoort et y ai trouvé un champ de pommes de terre avec un ruisseau. Un bonhomme en blouse bleue et une petite femme étaient en train d'y ramasser les pommes de terre, et j'y ai ajouté ces figures. Le champ était une serre sablonneuse et blanche, à moitié bêchée, à moitié couvert de rangées de tiges desséchées entremêlées de mauvaises herbes vertes. À l'horizon du vert sombre et quelques tours. C'est avec un plaisir réel que j'ai fait cette dernière étude. Je dois te dire que la peinture ne me semble pas aussi étrange que tu pourrais le penser. Au contraire, elle m'est très sympathique parce que c'est un puissant moyen d'expression. Et elle permet en même temps de dire des choses délicates, de laisser parler un gris ou un vert tendre au milieu de la rudesse. Je suis très content d'avoir l'attirail nécessaire, car souvent j'ai déjà dû refréner mon envie. Cela en trouve un horizon bien plus vaste. Lettre 224. Samedi soir, j'ai attaqué un sujet dont j'ai déjà souvent rêvé. C'est une vue sur des prés verts avec des tas de foin. Ils sont traversés par un chemin de cendré le long d'un ruisseau. Et à l'horizon, au milieu du tableau, le soleil se couche d'un rouge feu. Il n'est impossible de dessiner l'effet de la hâte, mais voici la composition. Mais ce n'était qu'une question de couleur et de ton. La nuance de la flamme, des couleurs du ciel, d'abord une brume lilas, dans laquelle le soleil rouge est à moitié couvert d'un nuage violet sombre avec un mince petit bord de rouge éclatant. Près du soleil, des reflets de vermillon, et au-dessus, une bande jaune qui devient rouge et bleuâtre pour le soi-disant cérulé en bleu, et puis de ci, de là, des nuages lilas et gris qui prennent des reflets du soleil. Le sol étant une espèce de tapisserie de verre gris brun mais pleine de nuances et de fourmillements. L'eau du petit ruisseau brille dans ce sol coloré. C'est une chose que par exemple Émile Breton peindrait. J'ai encore peint un gros morceau de dune empâté et grassement peint. De ces deux, de la petite marine, du champ de pommes de terre, je sais avec certitude qu'on ne dirait pas que ce sont mes premières études peintes. Pour te dire la vérité, cela me surprend bien quelque peu. J'avais cru que les premières études ne ressembleraient à rien, mais que plus tard elles s'amélioreraient. Et je dois la vérité te dire qu'elles ressemblent à quelque chose, et cela m'étonne un peu. Je crois que cela est dû au fait qu'avant de commencer à peindre, j'ai dessiné et étudié la perspective, le temps qu'il fallait pour pouvoir composer un sujet que je voyais. Depuis que j'ai acheté mes couleurs et mes ustensiles de peintre, j'ai trimé et travaillé au point d'être complètement épuisé d'avoir peint 7 études. Il y en a encore une avec une petite figure, une mère avec un enfant à l'ombre d'un grand arbre, dans une harmonie de tons sur une dune éclairée par le soleil d'été. C'est d'un effet presque italien. Je n'ai littéralement pas vu me retenir. Je n'ai pas pu me retenir. Je n'ai pu m'en abstenir ni cesser d'y travailler. Je voulais simplement te dire ceci. Je sens qu'il y a des choses de couleur qui surgissent en moi pendant que je peins, que je ne possédais pas auparavant, des choses larges et intenses. Pour autant que je puisse me rendre compte, ce ne sont pas les plus mauvais peintres qui sont parfois une semaine ou 15 jours à ne pouvoir travailler. Il y a une cause à cela. Ce sont précisément eux qui mettent leur peau comme diminuée. Cela n'est pas un empêchement, et à mon avis, il ne faut pas se ménager quand c'est nécessaire. Si pendant quelque temps on est épuisé, on s'en remet, et on n'y gagne que les études sont rentrées, tout comme le blé ou le foin du paysan. Quant à moi, je ne songe provisoirement pas à me reposer. Lettre 225. Il y a dans la peinture quelque chose d'infini. Je ne puis l'expliquer sans plus. Mais c'est une chose si admirable pour l'expression d'une atmosphère. Il y a dans la couleur des choses cachées, d'harmonie, de contraste, qui collaborent d'elles-mêmes et dont on ne peut tirer parti sans cela. Lettre 226. J'ai peint dans le bois cette semaine quelques études assez grandes que j'ai tâché de pousser davantage et d'approfondir plus que les premières. Celle qui, à mon sens, est le mieux réussie n'est rien d'autre qu'un lopin de terre bêché, du sable blanc, noir et brun, après une pluie battante, si bien que les mottes de terre prennent feu de ci de là, et parlent mieux. À
Après avoir dessiné pendant quelque temps ce lopin de terre, il y eut un orage avec une formidable pluie battante qui a bien duré 1 heure. Mais j'avais tellement pris goût à la chose que je suis resté à mon poste et que j'ai cherché tant bien que mal un abri derrière un gros arbre. Quand l'orage avait passé et que les corneilles s'étaient remises à voler, je ne regrettais pas d'avoir attendu à cause de l'admirable ton sombre que le sol du bois avait pris après la pluie. Comme j'avais commencé sur mes genoux avant l'orage avec un horizon bas, j'ai dû m'agenouiller dans la boue, et c'est à cause de pareilles aventures, qui se produisent souvent sous formes diverses, qu'il n'est pas superflu à mon sens de porter des vêtements d'ouvrier auxquels il n'y a rien à gâter. Le résultat cette fois-ci a été que j'ai pu rentrer à l'atelier avec des lambeaux du sol. Cela n'empêche qu'un jour, Mauve, comme nous parlions d'une de ses études, me disait avec raison que c'est une rude corvée de dessiner ces mottes de terre et d'y mettre de l'espace. L'autre étude du bois a comme sujet de grands troncs de hêtre vert sur un fond de latte sèche et une petite figure de jeune fille en blanc. La grande difficulté a été de garder l'éclairage et de mettre du ciel entre les arbres, se trouvant à différentes distances, et la place et l'épaisseur relative de ces troncs sont modifiées par la perspective. Il faut faire en sorte qu'on puisse y respirer et s'y promener, et la forêt doit embaumer. Ce qui me plaît dans la peinture, c'est qu'avec la même peine que donne un dessin, on rapporte chez soi une chose qui donne bien mieux l'impression et est bien plus agréable à regarder. Et en même temps plus exacte. En un mot, la peinture récompense mieux des peines que le dessin. Seulement, c'est une nécessité absolue qu'avant de commencer, on sache dessiner avec une certitude relative la proportion exacte et la place des objets. Si l'on se trompe, tout est gâté. Ces jours derniers, j'ai lu en partie un livre assez mélancolique, Lettres et journal de Gérard Bilders. Ce qui ne me plaît pas en lui, c'est qu'en peignant, il se plaigne de son terrible ennui et de sa paresse comme une chose à laquelle il ne peut rien. Et il continue à tourner toujours dans le même cercle mesquin de ses amis et dans des amusements et un genre de vie qui le dégoûte. Enfin, il est pour moi une figure sympathique, mais je préfère lire la vie du père Millet ou de Théodore Rousseau ou de Daubigny. Quand on lit le livre de Censier sur Millet, on prend courage, tandis que le livre de Bilders vous rend malade. Dans une lettre de Millet, je trouve toujours une énumération de difficultés, mais aussi j'ai tout de même fait ceci ou cela, et ensuite toujours la perspective d'autre chose qu'il veut absolument faire et qu'il exécute d'ailleurs. Et chez Bilders, c'est trop souvent j'ai eu le cafard cette semaine et j'ai gâché ma besogne, et j'ai été à ce concert ou à cette pièce de théâtre et j'en suis revenu encore plus malade. Ce qui me frappe dans Millet, ce sont ces simples paroles. Il faut tout de même que je fasse ceci ou ça. Lettre 227. J'ai peint cette semaine quelque chose qui, je crois, te donnera à peu près l'impression de Scheveningen, comme nous l'avons vu quand nous y sommes promenés. Une grande étude de sable, de mer et de ciel, un grand ciel de gris fin et de blanc chaud où transparaît une seule petite tache de bleu tendre. Le sable et la mer sont traités en clair, si bien que le tout devient blond, animé toutefois par des petites figures et des barques de pêche, colorées d'une façon brutale et curieuse. Le motif du croquis que j'en ai fait est une barque de pêche dont on lève l'ancre. Les chevaux sont prêts pour y être attelés et tirer la barque en mer. Je t'en envoie ci-joint un petit croquis. Il m'a coûté beaucoup de peine. J'aurais préféré l'avoir peint sur panneau, sur toile. J'ai tâché d'y mettre plus de couleurs, notamment de la profondeur et de la fermeté de coloris. Il est bien curieux que toi et moi semblons souvent avoir les mêmes idées. C'est ainsi que je suis rentré hier soir avec une étude du bois et précisément cette semaine, j'ai été fort accaparé par cette question de la profondeur du coloris. Et j'aurais beaucoup aimé en parler avec toi précisément à propos de l'étude que j'ai faite. Et voilà que dans ta lettre de ce matin, tu me dis par hasard avoir été frappé à Montmartre par les couleurs fortement prononcées qui restent harmonieuses. Je ne sais pas si nous avons été frappés précisément par la même chose, mais je sais bien que ce qui m'a frappé spécialement, tu l'aurais également senti toi-même, et peut-être vu de la même façon. Le bois devient déjà fort automnal, il y a des effets de couleur que je n'ai retrouvés que rarement dans les tableaux hollandais.
Je me suis occupé hier soir d'un terrain boisé, un peu en pente, couvert de feuilles de hêtre vermoulues et sèches. Le sol était un rouge-brun, tantôt plus clair et tantôt plus sombre, à cause plus encore des ombres portées des arbres qui jetaient des lignes, tantôt plus faibles, tantôt plus fortes, à moitié effacées. Il s'agissait, j'ai constaté que c'était fort difficile, d'obtenir la profondeur du coloris, l'énorme force et la fermeté de ce terrain, et pourtant ce n'est qu'en peignant que je me suis rendu seulement compte combien il y avait encore de clarté dans cette obscurité. Il s'agit de conserver la clarté et de conserver en même temps l'ardeur et la profondeur de cette teinte riche, car on ne peut imaginer un tapis aussi admirable que ce brun rouge profond dans l'ardeur d'un soleil de crépuscule d'automne tempéré par les branches. De ce sol surgissent de jeunes êtres qui prennent de la lumière d'un côté, ils sont d'un vert étincelant, et le côté ombré de ces troncs est d'un vert noir chaud et puissant. Derrière ces petits troncs, derrière ce sol brun-rouge, il y a un ciel très fin, bleu-gris, chaud, presque pas bleu, étincelant. Et en dessous, il y a un bord nébuleux de verdure et une résille de petits troncs et de fleurs jaunâtres. Quelques figures de chercheurs de bois hier, comme des masses sombres d'ombres mystérieuses. Le bonnet blanc d'une femme qui se baisse pour saisir une brindille sèche contraste tout à coup avec le rouge-brun profond du sol. Une jupe prend de la lumière, une ombre portée tombe. Une silhouette sombre d'un homme se dresse au-dessus du taillis. Un bonnet blanc, un capuchon, une épaule, un buste de femme se profile contre le ciel. Ces figures, elles sont grandes et pleines de poésie. Elles apparaissent dans le crépuscule d'une ombre profonde, comme d'énormes terres cuites en formation dans un atelier. Je te décris la nature, je ne sais moi-même à quel point j'ai pu la reproduire dans mon croquis. Mais je sais bien avoir été frappé par l'harmonie de vert, rouge, noir, jaune, bleu, brun, gris. C'était très jarre de goût, un effet comme par exemple ce croquis du départ du conscrit, jadis au palais ducal. J'ai bien eu de la peine à le peindre. Il y a dans le fond un tube et demi de blanc, et pourtant ce fond est très sombre. Ensuite, de l'ocre rouge, jaune, brun, du noir, de la terre de sienne, du bistre, et le résultat est un brun rouge, mais qui varie du bistre au bordeaux profond et au rose pâle du bleu. Il y a encore des mousses et un petit bord de gazon frais qui prend la lumière et brille fort, et a été fort difficile à rendre. Voici enfin un croquis dont, quoi qu'on puisse en dire, je prétends qu'il y a une signification et qu'il est parlant. En le faisant, je me suis dit, ne partons pas avant de voir l'effet d'automne et de crépuscule de ceci, ce qu'il y a de mystérieux, de sérieux. Je suis forcé, comme l'effet ne reste pas, de peindre rapidement des figures qui ont été placées en quelques coups de brosse énergique, et d'un coup, j'ai été frappé de voir combien ces petits troncs tiennent solidement dans le sol. Je les ai commencés au pinceau, mais à cause du sol déjà empâté, un coup de pinceau fondait comme rien. C'est alors que, pinçant le tube, j'ai fait sortir les racines et les troncs, et je les ai quelque peu modelés avec le pinceau. Oui, les y voilà, ils en jaillissent, ils y sont solidement enracinés. Dans un certain sens, je suis content de ne pas avoir appris à peindre. Peut-être que j'aurais appris à laisser passer inaperçu des effets de ce genre maintenant. Je dis non, c'est précisément cela que je dois avoir. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, je veux l'essayer. Quoique je ne sache pas comment il faut faire, je ne sais moi-même comment je le peins. Je viens m'asseoir avec un panneau blanc devant l'endroit qui me frappe, je regarde ce que j'ai devant les yeux, je me dis, ce panneau blanc doit devenir quelque chose. Je deviens mécontent, je le mets de côté et après m'être reposé, je le regarde avec une certaine angoisse. Je reste mécontent parce que j'ai trop à l'esprit cette merveilleuse nature pour que je puisse en être content. Mais pourtant, je vois dans mon œuvre un écho de ce qui m'a frappé. Je vois que la nature m'a raconté quelque chose, m'a parlé et que je l'ai noté en sténographie. Dans mon sténogramme, il peut y avoir des mots indéchiffrables, des fautes, des lacunes. Pourtant, il reste quelque chose de ce que le bois ou la plage ou la figure ont dit. Et ce n'est pas une langue mate ou conventionnelle qui n'est pas née de la nature elle-même, mais d'une manière de faire, d'un système savant.
Voici encore un petit croquis des dunes. Il y avait là de ces petites broussailles dont les feuilles sont blanches d'un côté, vert sombre de l'autre, et qui s'agitent et brillent constamment derrière le bois sombre, lettre 228. Je sens en moi-même la force de produire. J'ai conscience qu'il arrivera un temps où je pourrai, pour ainsi dire, quotidiennement faire l'une ou l'autre bonne chose, et cela régulièrement, lettre 229. Je suis plein de nouveaux plaisirs que je prends dans les choses que je vois, parce que j'ai un nouvel espoir de faire moi-même quelque chose où il y ait de l'âme. Je suis à tel point barbouillé de couleurs, il y a même de la couleur sur cette lettre, je suis occupé à la grande aquarelle du blanc. Je voudrais bien qu'elle réussisse, mais la grande question est de garder le dessin par une profondeur de ton et la clarté est énormément difficile. Lettre 230.